La nuit parisienne était une symphonie électrique. Des milliers de flashs d'appareils photo dessinaient des constellations artificielles sur le pavé, comme un étrange écho des étoiles. C'était le gala étoiles filantes, là où les fortunes se faisaient et se brisaient, souvent sur un simple murmure. Et ce soir-là, Julien Dubois, un homme qui avait bâti son empire sur l'audace et une certaine forme de brutalité, avait décidé de détruire une réputation qu'il pensait lui appartenir, la mienne. Il allait prononcer des mots si crus, si publiquement dévastateurs, que les halètements de l'élite résonneraient à travers tout Paris. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que ma véritable histoire ne se terminait pas. Elle commençait, et ma grande entrée n'était qu'à quelques secondes de se matérialiser. Je me suis laissé tomber dans le siège en cuir crème de la Rolls-Royce. Le silence douillet de l'habitacle contrastant violemment avec le vacarme encore palpable du grand hôtel impérial. Les flashs des caméras, les visages choqués, la cacophonie des murmures. Tout ça s'était estompé. Pierre avait claqué la portière et j'avais senti le monde extérieur se taire, emprisonné derrière le double vitrage. Enfin, j'ai fermé les yeux, sentant mes épaules se relâcher, un soupir s'échappant de mes poumons, un soupir que je réalisais avoir retenu pendant, quoi, une décennie. Julien m'avait appelé une responsabilité encombrante, une passivité sans passion. Il avait raison, d'une certaine manière. J'avais joué ce rôle à la perfection, pendant si longtemps que parfois, j'en étais venu à le croire moi-même. Il a même osé me comparer à une relique, une placeuse. Mais ce n'était pas mon vrai visage, n'est-ce pas? Mon Dieu, le spectacle. Si vous aviez été là, vous auriez vu le tableau classique, le grand hôtel impérial, une débauche de luxe, des lustres en cristal qui semblaient pleurer de lumière sur une marée de robes de créateurs et de smoking sur mesure. L'air saturé de parfums coûteux et de pivoine bourdonnait du murmure grave de conversations importantes. Des contrats à plusieurs millions griffonnés sur des serviettes de cocktail. Des alliances forgées autour de flûtes de champagne millésimées. Et Julien, au centre, se pavanant. Son costume Tom Ford lui allait comme un gant, son sourire, une âme rodée, brillait d'un charme prédateur. PDG de Groupe Dubois, il était le visionnaire de l'année, baigné dans l'adulation comme un roi au soleil. Et moi, Marie Dubois, traînant comme toujours un pas et demi derrière lui. Ce soir-là, ma robe bleu marine était simple, élégante mais discrète, presque anonyme. Mes cheveux châtains coiffés en un chignon simple. Des bijoux chers, oui, mais sobres. J'étais un fantôme à son festin, la femme potiche, jolie, silencieuse et parfaitement obéissante. 10 ans de ma vie. Je me souviens des débuts, vaguement. On s'était rencontrés, je ne me souviens plus exactement comment. Honnêtement, c'était il y a si longtemps. Mais j'étais pleine de vie, passionnée par l'histoire de l'architecture, la restauration des vieux bâtiments parisiens. Il m'avait, je crois, été captivé par mon intellect et ma grâce tranquille. C'était ça le mot, à l'époque. Mais après le mariage, il avait tout méthodiquement, et je dirais amoureusement, démantelé. Ma carrière, un joli passe-temps. Mes opinions, charmantes, mais naïves. Mon monde s'était rétréci jusqu'à ne plus contenir que la gestion de leur manoir immaculé, son emploi du temps mondain et des costumes toujours impeccables. Il m'avait vidé de ma substance et rempli l'espace de son propre ego, appelant ça de l'amour. Ce soir-là, ce vide était devenu un gouffre. Julien, mon cher, un triomphe. Laurent Duval, l'hôte effervescent du gala et chroniqueur mondain notoire, nous avait fait de la bise, bien qu'il n'ait presque pas enregistré ma présence. Groupe Dubois est inarrêtable, et vous avez amené votre charmante ombre avec vous. Le sourire de Julien s'était élargi, mais n'avait pas atteint ses yeux gris et froids. Elle est un testament à la tradition, Laurent. Une femme de soutien et le pilier du succès de tout grand homme. Vous n'êtes pas d'accord? Il m'avait serré le bras d'une poigne possessive.
Un geste qui, pour le monde, semblait affectueux, mais qui pour moi était un étau. J'ai offert un sourire contraint et habituel. Félicitations pour ce prix, Julien. C'est amplement mérité. Ma voix était douce, à peine un murmure. Il m'a ignoré, se tournant vers Laurent. Le projet Tour Céleste démarre le mois prochain. Nous allons changer le visage de cette ville. Alors qu'il parlait, une femme plus jeune s'est glissée dans leur cercle. Sophie Dupont, un mannequin, avec des yeux comme des éclats de glace et un corps moulé dans une robe argentée dos nu. La dernière et la moins discrète des indiscrétions de Julien. À ce moment-là, j'ai senti comme un léger vertige. Tout le monde nous regardait, mais d'une façon étrange, pleine d'une anticipation malsaine. Ça semblait chorégraphié. C'est fou comme la vie peut te forcer à jouer un rôle. OK, comment on se retrouve piégé par des choix qu'on pensait faire par amour, par besoin de normalité? Cette vie que j'avais cherchée, cette existence hors de l'ombre de mon grand-père, s'était transformée en une cage dorée où j'étais juste un décor. Et le pire, c'est que je l'avais laissé faire. Pendant si longtemps, j'ai rationalisé, j'ai espéré. J'ai même pensé que je pouvais être cette Marie discrète, tout en étant toujours Kensington en secret. Mais au fond, est-ce que ça n'a jamais vraiment été possible? Ou est-ce que j'étais juste trop lâche pour affronter la réalité? Je ne sais plus. Vraiment. C'est difficile de démêler les souvenirs quand les émotions sont aussi confuses. Sophie s'était approchée de Julien, m'ignorant ostensiblement, posant sa main parfaite sur sa poitrine. « Julien, mon chéri, tu m'évites. » Son murmure rauque portait une promesse implicite. La conversation s'était tue. Tout le monde attendait. C'était mieux que les enchères, mieux que la cérémonie de remise des prix. C'était un carnage social à l'état pur. Julien, loin d'être embarrassé, semblait gonflé de fierté. Il mettait ça en scène. C'était sa performance. Il a retiré ma main de son bras, la laissant tomber comme si elle était souillée. Puis il s'est tourné vers moi, un masque de pitié feinte sur le visage. « Marie, avait-il dit, sa voix assez forte pour que tout le monde aux alentours entende. Je pense qu'il est temps que nous arrêtions cette mascarade, tu ne crois pas? » Mon cœur a tambouriné contre mes côtes, un oiseau affolé pris au piège dans une cage osseuse. Je l'ai fixé, mon masque placide se fissurant enfin. Je savais que ça allait arriver, bien sûr. J'avais senti les plaques tectoniques de notre mariage grincer vers ce tremblement de terre depuis des mois. Mais savoir et vivre étaient deux choses radicalement différentes. La cruauté pure et simple de l'acte, commis ici, devant toutes ces personnes, ça m'a coupé le souffle. « De quoi parles-tu, Julien? » ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. Il a eu un petit rire dismissif. « Oh, s'il te plaît, ne joue pas la colombe blessée, c'est une vieille routine. » Il a fait un geste vague vers moi. « Regarde-toi, tu es une relique, une placeuse. J'ai besoin d'une femme qui brille, qui se tienne à mes côtés en tant qu'égale en puissance et en présence. » Puis, il a tiré Sophie de manière théâtrale à ses côtés, l'enlaçant par la taille. Comme Sophie, elle comprend le monde dans lequel nous vivons. Elle n'a pas peur de prendre ce qu'elle veut. L'humiliation était une force physique, pressant sur moi de toutes parts. Je pouvais sentir des centaines de regards posés sur moi. Certains apitoyés, certains joyeux, tous jugeants. J'ai vu Antoine Moreau, l'associé de Julien, froncer les sourcils de l'autre bout de la pièce, un éclair de dégoût sur son visage avant qu'il ne détourne le regard. Notre mariage, a poursuivi Julien, sa voix résonnant avec une finalité théâtrale. C'est un arrangement commercial depuis des années, et j'ai peur, ma chère, que ton contrat ait expiré. Tu es devenue une responsabilité ennuyeuse, prévisible, absolument sans passion. Il s'est penché, sa voix tombant dans un murmure conspirateur, plus venimeux que sa proclamation publique. Mes avocats te contacteront demain. Ne fais pas de scène. Éteins-toi, c'est ce que tu fais le mieux. Sur ce, il m'a tourné le dos.
Il a pris la main de Sophie, l'a portée à ses lèvres pour un baiser galant, et l'a dirigée vers la scène principale où il devait recevoir son prix. La foule s'est écartée pour eux, une mer hypnotisée de murmures et d'expressions choquées. Je suis resté seul dans l'espace qu'ils avaient laissé. Le cercle des badauds s'est brisé, ses membres se dispersant comme des cafards à la lumière, avides de propager la rumeur. J'étais une paria, une lépreuse sociale. Les flashs des appareils photo, autrefois dirigés vers le couple puissant, se sont désormais concentrés uniquement sur moi, capturant chaque détail de mon exécution publique. Ma façade, cette digue construite avec soin qui avait retenu une décennie de désespoir silencieux, s'effondrait. Une seule larme s'est échappée, traçant un chemin chaud et honteux sur ma joue. J'ai senti une main sur mon épaule et j'ai sursauté. C'était Thomas, notre chauffeur, un homme qui avait travaillé pour nous pendant 5 ans, me regardant avec une profonde pitié. « Madame, a-t-il dit doucement, dois-je faire approcher la voiture? » La voiture, la Mercedes noire de Julien, mon retour à la maison, cette demeure vide qui avait été ma prison, l'idée était insupportable. Partir ainsi, un objet jeté, c'était valider tout ce qu'il venait de dire sur moi. J'ai pris une grande inspiration tremblante, redressé ma colonne vertébrale et essuyé ma larme du revers de la main. Mes yeux, baissés et vides depuis si longtemps, se sont soudain allumés d'un feu froid et clair. « Non, Thomas, ai-je dit, ma voix incroyablement calme et posée. Ce ne sera pas nécessaire. » J'ai détourné le regard du chauffeur apitoyé vers la grande entrée de l'hôtel, juste au moment où Julien montait sur scène sous une salve d'applaudissements hypocrites. J'ai regardé le tapis rouge, la foule de journalistes et de paparazzi encore amassés dehors, affamés par la prochaine grande arrivée. Et juste à point, elle est arrivée. L'attention collective des paparazzi, qui se délectaient de la moindre miette de mon humiliation, a été soudainement arrachée. Un nouveau son a déchiré la nuit parisienne. Un ronronnement grave, confiant, qui parlait d'une puissance et d'une ingénierie inégalées. Ce n'était pas le rugissement agressif d'une Lamborghini ou le sifflement aigu d'une Ferrari. C'était plus doux, plus profond, plus profond. C'était le son de la vieille richesse, de l'autorité tranquille. Un véhicule s'approchait du trottoir, se déplaçant avec une lenteur royale qui commandait l'attention. C'était une Rolls-Royce Phantom, mais pas n'importe quel Phantom. C'était un modèle sur mesure, peint dans une nuance de bleu nuit si profonde qu'elle semblait boire la lumière autour d'elle. La finition était impeccable, les accents chromés scintillants comme de l'argent liquide sous les lampadaires. Son emblématique esprit d'extase semblait fendre l'air. Ce n'était pas une voiture, c'était une déclaration. Elle faisait passer tous les autres véhicules de luxe de la rue pour de simples jouets. Un silence de mort est tombé sur les journalistes. Des murmures ont éclaté. Qui était-ce? Personne sur la liste des invités n'était censé arriver dans un tel véhicule. Les milliardaires de la tech, les magnats du pétrole, les légendes d'Hollywood, tous avaient été répertoriés. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus important. À l'intérieur de la salle de bal, le discours d'acceptation de Julien a commencé à vaciller. Les invités les plus proches de l'entrée tournaient la tête, leur curiosité piquée par l'agitation à l'extérieur. Même depuis la scène, tenant son lourd prix de cristal, Julien a pu sentir le changement dans l'énergie de la pièce. Son public lui était volé. L'agacement a traversé son visage. Je suis resté parfaitement immobile, une statue dans l'œil du cyclone. Mon regard était fixé sur le véhicule à l'extérieur. Mon expression était illisible. Un lac calme et placide après une violente tempête. La Rolls-Royce s'est arrêtée en un silence parfait. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme gris foncé impeccable, est sorti côté conducteur et s'est dirigé avec une efficacité rapide vers la portière arrière droite. Mais il ne l'a pas ouverte. Il est resté au garde-à-vous, attendant. Au lieu de cela, l'autre portière arrière s'est ouverte. En est sorti un homme qui était l'équivalent humain de la voiture dans laquelle il était arrivé. Il avait la soixantaine avec une crinière de cheveux argentés distinguée
et un visage qui parlait d'une intelligence acérée et d'une tolérance zéro pour la folie. Il portait un costume Savile Row discret, mais dont le prix hurlait. C'était M. Pierre Lambert, un homme dont le nom était une légende dans les plus hautes sphères du droit des sociétés et du capital investissement, bien qu'il soit si discret et puissant que son visage n'était connu que d'une poignée de personnes triées sur le volet. Il a fermé la portière derrière lui d'un bruit sec et définitif. Il a balayé la foule de journalistes d'un regard de dédain, et ils ont instinctivement reculé d'un pas, leur caméra momentanément baissée. Il a ajusté ses boutons de manchette, ses mouvements précis et délibérés, puis il a commencé à marcher vers l'entrée de la salle de bal, ses chaussures en cuir coûteuses ne faisant aucun bruit sur le tapis rouge moelleux. Le chef de la sécurité de l'hôtel, un homme costaud du nom de Peterson, s'est avancé pour l'intercepter. « Monsieur, je suis désolé, c'est un événement privé. Votre nom... » Pierre Lambert n'a même pas ralenti son pas. Il a regardé le garde comme s'il s'agissait d'un meuble. « Je ne suis pas ici pour l'événement. Je suis ici pour mon employeur. » Ses yeux ont balayé l'opulent hall et ont trouvé leur cible. Ils se sont posés sur moi. L'ensemble du hall qui bourdonnait de rumeurs sur l'implosion de Julien est tombé complètement silencieux. Tous les regards ont suivi le regard de Pierre. Ils l'ont vu regarder au-delà des titans de l'industrie, au-delà de la haute société, au-delà du maire lui-même, et fixer son attention sur la femme écartée, la femme invisible, debout seule dans sa simple robe bleu marine. Pierre s'est dirigé directement vers moi. Il s'est arrêté à une distance respectueuse d'un mètre et m'a fait une légère révérence formelle. Le geste était d'une profonde déférence, le genre qu'un conseiller accorde à son monarque. « Madame Kensington » a-t-il dit, sa voix, un baryton riche et clair, portant à travers l'espace soudainement silencieux. « Je m'excuse pour le retard. Le trafic sur le côté était plus dense que prévu. Êtes-vous prête à procéder? » Le nom est resté suspendu dans l'air, une énigme que tout le monde essayait désespérément de résoudre. Kensington, qui était Kensington? J'ai enfin bougé. Les derniers vestiges de la femme timide et brisée sont tombés de moi comme une peau morte. Quand j'ai levé les yeux vers Pierre, mon regard était perçant, ma posture impérieuse. Je n'étais plus Marie Dubois, l'ombre. J'étais quelqu'un d'autre. « Tout va bien, Pierre », ai-je répondu, ma voix possédant désormais une résonance et une autorité que personne dans cette pièce n'avait jamais entendue de ma part. Mes affaires ici se sont conclues plus rapidement que prévu. Sur scène, Julien Dubois s'est figé en pleine phrase. Son discours sur la croissance future et la domination du marché est mort sur ses lèvres. Il me fixait, la bouche légèrement ouverte, devant la scène qui se déroulait à l'entrée. Il a vu la voiture. Il a vu l'homme imposant. Il les a vus me parler. Ça ne collait pas. Son cerveau s'est embrouillé pour donner un sens à ce tableau impossible. Pierre m'a offert son bras. Les membres du conseil d'administration de la Bourse de Tokyo sont arrivés. Ils vous attendent dans la suite céleste. J'ai posé ma main sur son bras. Excellent. Ne les faisons pas attendre. Ensemble, nous nous sommes tournés et avons commencé à marcher vers la sortie. Nous n'étions plus un homme et une femme écartés, mais une reine et son conseiller le plus fidèle. La foule d'élite s'est écartée pour nous instinctivement, leur choc et leur confusion palpable. Qui était cette femme? D'où la femme soumise de Julien sortait-elle une Rolls-Royce sur mesure et un conseiller qui rayonnait plus de pouvoir que n'importe qui dans la pièce? Et de quoi parlaient ces membres du conseil de Tokyo? En passant au pied de la scène, je me suis arrêté. J'ai tourné la tête et j'ai levé les yeux vers mon mari pour la première fois depuis qu'il m'avait jeté. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air blessé. Je l'ai regardé avec une évaluation froide et détachée, comme un scientifique regarderait un spécimen sous un microscope. Je lui ai offert un petit sourire énigmatique. C'était un sourire qui contenait 10 ans de secrets, une décennie de planification silencieuse. C'était un sourire qui disait « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire ». Puis je me suis tourné et j'ai continué à marcher,
laissant Julien debout sur scène, son prix de visionnaire de l'année lui semblant soudain comme un morceau de verre sans valeur entre les mains. Les applaudissements s'étaient tus, tous les regards dans la pièce étaient maintenant sur sa femme invisible, ennuyeuse et encombrante. Il m'a regardé, absolument stupéfait, tandis que Pierre Lambert me tenait la portière de la Rolls-Royce bleue nuit ouverte. Je me suis glissé dans l'intérieur luxueux en cuir sans un regard en arrière. Pierre est monté de l'autre côté. La portière s'est refermée avec ce même bruit satisfaisant de coffre-fort. La voiture a ronronné et a démarré, disparaissant dans la nuit parisienne, avec la confiance tranquille d'un prédateur, quittant le lieu d'une chasse réussie. Julien Dubois est resté seul sur sa scène de triomphe, complètement éclipsé. L'humiliation qu'il avait si soigneusement orchestrée pour sa femme avait, en quelques secondes, ricoché et l'avait frappé avec la force d'une boule de démolition. Le gala était ruiné, son moment était parti, et une question terrifiante, déchirante, commençait à se former dans son esprit. Qui diable avait-il épousé ces 10 dernières années? Un regard dans le passé. La vérité, c'est que l'histoire de Mary Kensington n'a pas commencé il y a 10 ans quand j'ai épousé Julien. Elle a commencé bien plus tôt, dans une bibliothèque poussiéreuse remplie de livres, sous la tutelle de mon grand-père, Alphonse Kensington. Alphonse n'était pas seulement un historien, c'était un titan de l'industrie d'une autre époque. Le fondateur du Kensington Trust, une société d'investissement mondiale si puissante et discrète qu'elle opérait dans l'ombre. Son influence se faisait sentir par ondulation plutôt que par vagues. Il avait bâti un empire sur la patience, la stratégie et la capacité infaillible de voir de la valeur là où les autres n'en voyaient aucune. Dans les bâtiments délabrés, dans les entreprises en difficulté, dans les personnes oubliées. Il m'avait élevé après la mort de mes parents, m'inculquant son esprit vif et sa nature calme et observatrice. Pendant que d'autres filles de mon âge étaient au bal des débutantes, j'étais dans des salles de conseil, écoutant silencieusement mon grand-père négocier des accords de plusieurs milliards de dollars. Il m'a appris à lire un bilan comme un roman et à comprendre la danse complexe de la guerre des entreprises. Ma passion pour l'histoire architecturale n'était pas un caprice, c'était une manifestation de ses enseignements. Voir la structure cachée, la force fondamentale sous une façade en ruine. Quand j'ai rencontré Julien, je gérais un projet de restauration de 20 millions d'euros pour le Trust, bien que mon implication soit, comme toujours, anonyme. Julien, un jeune promoteur prometteur, était impétueux, ambitieux et absolument captivant. Il a vu ma brillance, mais il l'a mal interprétée. Il ne l'a pas vu comme quelque chose à respecter, mais comme quelque chose à posséder. Et la jeune Marie, avide d'une vie en dehors du monde doré mais solitaire de son grand-père, est tombée amoureuse de lui. Alphonse m'avait prévenu. « Cet homme ne veut pas d'une partenaire, ma chère, » m'avait-il dit, ses yeux sages et tristes. Il veut d'un beau tableau à accrocher à son mur. Il t'encadrera, t'admirera, puis un jour il s'ennuiera et te remplacera par une pièce plus récente. Je n'avais pas écouté. Je croyais vraiment que je pouvais être à la fois Mary Kensington, stratège secrète et brillante, et Marie Dubois, épouse aimante. Pendant un temps, je l'ai été. La première année de notre mariage, j'ai anonymement fourni des informations à Julien, guidant sa jeune entreprise vers des affaires lucratives, l'aidant à bâtir son empire depuis l'ombre. Il attribuait son toucher de Midas à son propre génie, ne remettant jamais en question les bons conseils ou les intuitions qui rapportaient toujours. Mon grand-père est décédé 2 ans après mon mariage, me laissant la seule héritière et actionnaire majoritaire de l'ensemble du Kensington Trust, une fortune si vaste qu'elle éclipsait l'empire naissant de Julien. Mon héritage était structuré avec la plus grande discrétion, géré par un conseil de fidèles que mon grand-père avait choisi, dirigé par le formidable Pierre Lambert. C'est à ce moment-là que Julien a commencé à changer. Son succès s'étant consolidé, son besoin de mes charmantes opinions a diminué.
Il a commencé à ressentir mon intelligence, à dénigrer mes intérêts. Il voulait un trophée, pas une consultante. Et ainsi, pour le bien de mon mariage, pour la vie tranquille que je pensais vouloir, j'ai commencé à m'effacer. J'ai rangé ma brillance comme un vieux service en argent, ne la sortant qu'en secret, tard le soir, dans mon bureau privé, où je continuais à diriger l'une des sociétés d'investissement les plus puissantes du monde par le biais d'un réseau crypté et de proxy, tout cela sous le simple pseudonyme anonyme de B. Kensington. La découverte de la première liaison de Julien, il y a 4 ans, a été le tournant. Ce n'était pas la trahison qui m'a brisé le cœur. C'était la réalisation que mon grand-père avait eu raison. J'étais juste un tableau sur son mur et il en cherchait déjà un nouveau. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas affronté. Alphonse Kensington m'avait appris que la vengeance est un plat qui se mange froid, sur un plateau d'argent, dans un forum public, avec des conséquences financières dévastatrices. Alors j'ai commencé à planifier. Ma première démarche a été d'utiliser les ressources immenses du Trust pour enquêter sur chaque facette de la vie et des affaires de Julien. J'ai découvert que ses finances étaient un château de cartes bâti sur des prêts risqués et des évaluations gonflées. Son projet Tour Céleste, le joyau de sa couronne, était ultra endetté. Il cherchait désespérément un apport massif de capitaux et courtisait depuis des mois un mystérieux investisseur étranger. Cet investisseur, bien sûr, c'était B. Kensington. Ma deuxième démarche fut Sophie Dupont. Je l'avais trouvée en fouillant les dépenses de Julien. Sophie était en difficulté, endettée, et avait une intelligence féroce et ambitieuse que Julien avait prise pour de la simple avidité. Par l'intermédiaire d'un tiers, je lui ai fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Un fonds fiduciaire de plusieurs millions d'euros et un contrat de mannequinat légitime en échange de ses services et en tant que mes yeux et mes oreilles. Sophie devait jouer le rôle de la maîtresse dévouée, tout en me transmettant chaque confidence d'oreiller de Julien, chaque plan d'affaires secret, chaque appel téléphonique nocturne paniqué. C'est Sophie qui a confirmé à quel point la situation financière de Julien était précaire. C'est Sophie qui a rapporté que Julien prévoyait de me divorcer publiquement au gala, pensant que le scandale et sa nouvelle conquête le rendraient plus viril et puissant aux yeux des investisseurs qu'il cherchait à séduire. La dernière pièce du puzzle fut le gala lui-même. J'avais orchestré toute la soirée, utilisant mon influence en tant que B. Kensington. J'avais insisté auprès du comité d'organisation pour que Julien remporte le prix du visionnaire de l'année, gonflant son ego à son point le plus spectaculaire et vulnérable. Je savais qu'il ne pourrait pas résister à une scène aussi parfaite pour sa grande trahison. Sophie a admirablement rempli son rôle, m'avait dit Pierre, me tirant de mes réflexions, alors qu'il consultait un message sur son téléphone. Elle a déjà transféré les enregistrements des récents appels téléphoniques de M. Dubois. Il semble qu'il tentait de vendre illégalement des actions d'une entreprise rivale en utilisant des informations privilégiées. L'AMF sera très intéressé. J'ai hoché la tête, une satisfaction froide s'installant en moi. Il était toujours négligent quand son arrogance prenait le dessus. Le lendemain matin, chez Julien, Antoine Moreau n'avait pas dormi de la nuit. Le chaos du gala étoile filante, les flashs des appareils photos, l'humiliation de Marie, cette apparition inexplicable de la Rolls-Royce et cet homme glacial. Il avait une boule au ventre. Il était arrivé au bureau de Julien, au 90e étage de la Tour du Bois, le visage grave. L'ambition de Julien était certes son moteur, mais Antoine, lui, était l'homme des chiffres, prudent, pragmatique. Il avait une loyauté certaine envers Julien, fondée sur des années de collaboration fructueuse, mais il n'avait jamais fermé les yeux sur certaines de ses méthodes. « C'est le bordel, Julien », avait lâché Antoine sans préambule, en desserrant sa cravate. Le conseil est en panique. Nos principaux prêteurs ont déjà convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Les ragots du gala sont partout et l'incertitude effraie le marché. Nos actions en pré-marché sont en chute libre. Julien avait agité une main dismissive. C'est une querelle conjugale, Antoine. Ça va passer. Je publierai un communiqué.
Nous dirons qu'elle a fait une dépression, qu'elle est émotionnellement instable. Nous contrôlerons le récit. Antoine l'avait fixé, bouche bée. Une dépression? Julien, tu as vu cette voiture? Tu as vu l'homme avec qui elle était? C'était Pierre Lambert. Le nom n'avait rien dit à Julien. Qui? Pierre Lambert, avait répété Antoine, sa voix tendue d'incrédulité face à l'ignorance de Julien. C'est le conseiller principal et l'opérateur en chef du Kensington Trust. C'est un fantôme, une légende. Il gère l'une des sociétés d'investissement privées les plus puissantes et secrètes de la planète. Ils opèrent dans l'anonymat le plus complet. S'il se présente personnellement, c'est que quelque chose de monumental est en train de se passer. Une angoisse froide avait commencé à s'infiltrer dans les os de Julien, bien plus froide que la gueule de bois du champagne qu'il avait bu la veille. Kensington Trust. Qu'est-ce que ça avait à voir avec Marie? Je ne sais pas, avait dit Antoine, sentant que les questions de Julien ne s'adressaient plus vraiment à lui. Mais c'est le nom qu'il lui a donné, n'est-ce pas? Madame Kensington. Avant que Julien ne puisse assimiler cette information, son interphone avait de nouveau retenti, la voix de son assistante tremblant de panique. « Monsieur Dubois, vous avez un visiteur. Un Monsieur Lambert. Il dit qu'il a un rendez-vous. » Julien et Antoine avaient échangé un regard d'horreur stupéfaite. « Je n'ai pas de rendez-vous avec... » avait commencé Julien, mais il était trop tard. Les doubles portes de son bureau s'étaient ouvertes. Pierre Lambert était entré, flanqué de deux jeunes associés en costume impeccable, portant des mallettes. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice et sereine, ses yeux parcourant le bureau opulent avec une lueur d'amusement, comme si c'était une chambre d'enfant. « Monsieur Dubois, » avait dit Pierre, sa voix aussi douce et dure que du marbre. « Merci de nous recevoir. Je suis Pierre Lambert. Je représente les intérêts de B. Kensington. » Le nom avait frappé Julien comme un coup physique. B. Kensington, l'investisseur étranger mystérieux et absurdement riche qu'il courtisait désespérément depuis 6 mois. L'investisseur qui était le dernier et l'unique espoir de sauver le projet de la Tour Céleste, surendetté et par extension toute son entreprise. Il avait été si près de conclure l'accord, un apport de capital de 500 millions d'euros qui aurait résolu tous ses problèmes. Vous représentez B. Kensington? Avait balbutié Julien, essayant de retrouver son équilibre. Il avait redressé sa cravate, gonflant sa poitrine dans une tentative désespérée de projeter l'autorité qu'il sentait rapidement lui échapper. « Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Je m'attendais à avoir de vos nouvelles aujourd'hui pour finaliser notre accord. » Les lèvres de Pierre s'étaient courbées en un sourire dénué de chaleur. « Notre accord est en effet ce dont je suis venu discuter. Cependant, les termes ont changé. » Il avait posé sa maillette sur le bureau de Julien et l'avait ouverte d'un clic précis. B. Kensington a suivi de près la performance et la direction de Groupe Dubois, et à la lumière des événements récents, tant professionnels que personnels, notre confiance en votre gestion a été fatalement minée. De la mallette, il avait sorti un document élégamment relié et l'avait fait glisser sur le bois poli de l'acajou. Ce n'est pas une proposition de financement, Monsieur Dubois, c'est une offre de rachat. Julien avait fixé le document comme s'il s'agissait d'un serpent. Il l'avait saisi, ses mains tremblant légèrement, ses yeux parcourant la première page, son visage devenant livide à chaque mot qu'il lisait. Le Kensington Trust, au nom de son mandataire, B. Kensington, proposait d'acheter une participation de 51% dans Groupe Dubois. Le prix de l'offre n'était pas seulement bas, il était insultant. C'était une fraction de la valeur marchande de l'entreprise la veille. C'était le prix d'un prédateur offert pour un animal blessé. « C'est ridicule !» avait explosé Julien, claquant la proposition sur le bureau. « C'est un scandale! Nous avions un accord. Vous ne pouvez pas juste... » « Nous avons eu une discussion préliminaire, » l'avait corrigé Pierre froidement. « Rien n'a été signé. Et depuis cette discussion, notre vérification préalable a révélé des irrégularités. » Il avait hoché la tête vers l'un de ses associés
qui avait ouvert une autre maillette. Des évaluations d'actifs frauduleuses, des pratiques comptables douteuses, sans parler d'une enquête de l'AMF en cours sur des délits d'initiés. Nous avons un dossier plutôt complet. Antoine Moreau avait l'air d'avoir envie de vomir. Il s'était affaissé sur l'une des chaises en cuir, le visage cendré. Il connaissait la comptabilité créative, les raccourcis qu'ils avaient pris. Il avait mis Julien en garde contre cela. Julien avait senti les murs de son bureau, sa forteresse du 80e étage, se refermer. Il était piégé. Il avait regardé du visage implacable de Pierre aux documents accablants sur son bureau. Une question lui hurlait dans la tête. Qui avait-il grogné, se penchant sur son bureau, sa voix une menace sourde? Qui est B. Kensington? Qui me fait ça? Pierre Lambert avait laissé le silence s'étirer, emplir la pièce de la fureur impuissante de Julien. Il savourait le moment, l'aboutissement d'un plan de 4 ans. Je crois que vous la connaissez, avait-il dit doucement. Vous l'avez qualifiée de prévisible, d'ennuyeuse, de responsabilité encombrante. La réalisation avait frappé Julien, non comme un lever de soleil, mais comme un immeuble qui s'effondrait sur lui. Le sang avait déserté son visage, laissant derrière lui un masque de choc pur et inaltéré. B. Kensington, Mary, sa Mary, la femme effacée et tranquille qu'il avait jetée comme une ordure. L'interphone avait sonné pour la 3e fois. La voix de son assistante n'était qu'un murmure. « Monsieur Dubois, votre mère, Madame Dubois-Mère, est en ligne. Elle dit que les comptes de la famille ont été gelés. » Pierre Lambert avait simplement souri. « Ah oui, nous avons fait cela il y a 1 heure, garantie. » Tout était dans le contrat de mariage qu'il l'avait forcé à signer, celui que ses propres avocats avaient rédigé pour protéger ses actifs. Il avait regardé Julien droit dans les yeux, ses yeux brillants de triomphe. « Votre épouse, Monsieur Dubois, est une lectrice très méticuleuse des petits caractères. » Julien Dubois, le visionnaire de l'année, le roi de l'horizon parisien, avait enfin compris. Il n'avait pas simplement divorcé de sa femme. Il avait déclaré la guerre à une impératrice et il venait d'apprendre qu'il n'était armé que d'une fourchette en plastique. Il s'était effondré dans son fauteuil, la vue à 1 milliard d'euros depuis sa fenêtre, semblant soudainement un chemin très, très long vers le bas. Mon cheminot, de mon côté, dans la maison que j'avais restaurée personnellement des années auparavant, ma première petite acte de défi secret, bien avant tout ça, j'observais les écrans remplis de données, les cours boursiers, les flux d'actualité. Une jeune femme avec un casque est venue vers moi. Madame Kensington, les premiers rapports affluent. La femme mystérieuse éclipse Dubois. La sortie choc de la femme de Dubois. Le récit tourne entièrement en votre faveur. Nous l'amplifions maintenant via nos réseaux partenaires. J'ai retiré le simple châle qui accompagnait ma robe bleu marine. La robe n'était qu'une toile. Mon équipe était mon armure. Quel est le statut de l'action de groupe Dubois en après-bourse? Un homme devant un grand écran a répondu. Elle a déjà chuté de 9% rien qu'avec les rumeurs. Quand les marchés ouvriront à Tokyo dans 2 heures, vos positions à découvert s'activeront. Au moment où New York se réveillera, sa fortune nette aura été réduite de moitié. J'ai marché vers la grande fenêtre donnant sur la rue calme et arborée. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Pendant 10 ans, j'avais vécu dans l'ombre, laissant un homme inférieur s'approprier mon intellect et diminuer ma valeur. J'avais joué le rôle du fantôme, de la placeuse, de la responsabilité encombrante. Plus jamais. Pierre, ai-je dit, ma voix résonnant d'une clarté nouvelle. Préparez l'offre. Je veux acheter la participation majoritaire de Groupe Dubois. Pierre a souri. Je l'ai déjà rédigé. J'imagine que vous souhaitez l'acquérir à un prix considérablement réduit. J'ai regardé un taxi solitaire rouler dans la rue en contrebas. Non, ai-je répondu. Je veux l'acheter pour une poignée de centimes. Je ne reprends pas seulement ma vie, Pierre. Je reprends ma ville, et je le ferai en utilisant les ruines de l'empire qu'il pensait d'avoir bâti. L'architecte était enfin prêt à dévoiler sa propre conception.
Ce matin-là, quand Julien a finalement cédé, parce qu'il n'avait plus de choix, pas vraiment, Pierre Lambert lui a présenté l'offre finale. Un chef-d'œuvre d'ingénierie légale. En apparence, c'était une bouée de sauvetage. Le Kensington Trust rachèterait le projet de la Tour Céleste, injectant suffisamment de capital à Groupe Dubois pour le stabiliser. En échange, Julien démissionnerait de son poste de PDG, évitant la ruine financière et les poursuites pénales avec une confortable indemnité de départ. Mais le piège était enfoui dans les petits caractères. En signant, Julien s'engageait légalement à présider une conférence de presse finale et à rendre compte pleinement et honnêtement de ses échecs en lisant une déclaration préparée par mon équipe. C'était une confession déguisée en communiqué de presse. Il avait le choix, humiliation publique ou prison fédérale. À l'instant où il a appris qu'il pouvait éviter la prison et partir avec des millions, une lueur de son ancienne arrogance est revenue. Il a vu une échappatoire, une façon de retourner la situation. Il pourrait se reconstruire. Il doit lire une déclaration, avait demandé son avocat, fronçant les sourcils devant la clause. Une formalité, avait dit Pierre, lui montrant une version fortement expurgée. Le texte final sera fourni sur le prompteur. Aveuglé par la cupidité et le désespoir, Julien ne se souciait pas d'un discours ennuyeux. Très bien, peu importe. Où dois-je signer? Il a apposé sa signature, scellant son propre destin. La conférence de presse a eu lieu 2 jours plus tard, dans l'atrium de la Tour Dubois. Julien, pâle et hagard, est monté sur scène. La forêt de micros et de caméras l'attendait. Il a commencé à lire des platitudes, la confiance lui revenant un instant. C'était facile, il allait s'en sortir. Puis le script a changé. Ce partenariat est devenu nécessaire en raison d'une série de défaillances catastrophiques de ma part en matière de leadership. Julien s'est arrêté, le sang glacé. Ce n'était pas le script. Il a cherché ses avocats, mais les a vus en conversation feutrée avec Pierre, qui souriait simplement. Il était piégé. Il avait signé un contrat. S'il s'arrêtait, l'accord était annulé et le poids du dossier s'abattrait sur lui. La sueur perlait sur son front. D'une voix désormais tendue et tremblante, il a continué, confessant tout. Ces défaillances incluent la délibérée falsification d'actifs de l'entreprise et la culture d'entreprise qui a privilégié une expansion téméraire plutôt que la responsabilité fiscale. Mon ambition m'a conduit à approuver des mesures de réduction de coûts qui auraient pu compromettre la sécurité publique. J'ai été négligent dans mon devoir. Il lisait sa propre nécrologie d'entreprise. Et juste au moment où il pensait que l'humiliation ne pouvait pas s'aggraver, des portes se sont ouvertes. J'ai avancé. Une vision de pouvoir dans un costume cramoisi, flanqué d'Antoine Moreau. Les caméras ont pivoté de l'homme brisé sur scène à la femme formidable qu'il avait remplacée. Je me suis dirigé directement vers la scène et me suis tenu à côté de lui. Une présence silencieuse et puissante. Le prompteur a livré à Julien ses dernières phrases dévastatrices. Et donc, avec effet immédiat, je quitte mon poste de PDG. Je laisse l'entreprise aux mains compétentes de sa nouvelle direction. Alors qu'il terminait, le logo de Groupe Dubois à l'écran derrière lui s'est dissous, remplacé par un nouveau design élégant. Groupe Kensington Shaw. Je me suis avancé vers les micros, ma voix forte et claire. Merci Julien pour votre franchise, ai-je commencé, l'ironie coupante comme du verre. Le groupe Kensington Shaw s'engage dans une nouvelle ère d'intégrité. Notre premier acte sera d'arrêter le projet de la Tour Céleste et de mener un audit structurel indépendant complet. Nous ne construirons pas un monument à l'ego sur une fondation de mensonges. J'ai regardé directement la presse. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ma vie personnelle. Permettez-moi d'être clair. Mon histoire n'est pas celle d'une femme bafouée. C'est l'histoire d'une femme qui a repris ce qui lui appartient. Pendant trop longtemps, mes contributions ont été faites dans l'ombre. Aujourd'hui, je sors simplement à la lumière. Soudain, un fichier audio a retenti dans le système de sonorisation de l'atrium. La voix de Julien, granuleuse et inimitable,
de l'enregistrement de Sophie. Je vais la détruire. Sa voix a résonné. La laisser sans rien. Elle était trop stupide pour m'avoir fait signer un bon contrat de mariage. C'était le coup de grâce. La dernière once de sympathie publique a disparu. J'ai laissé l'enregistrement jouer quelques secondes de plus avant de signaler qu'on le coupe. J'ai regardé la coquille vidée de l'homme à côté de moi, ne ressentant pas de haine, mais une sensation tranquille et définitive de clôture. Je me suis penché vers le microphone pour mes derniers mots. Certains hommes croient que la place d'une femme est dans leur ombre. Ils se trompent. Sa place est sur le trône. Je me suis retourné et j'ai quitté la scène avec Antoine, laissant Julien seul sous l'éclat aveuglant des flashs des caméras. Son empire était parti, son nom déshonoré. Il avait essayé d'humilier publiquement sa femme et avait, au lieu de cela, orchestré sa propre et spectaculaire autodestruction. Tandis que je m'engageais dans mon nouvel avenir, je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Et aujourd'hui, je ne sais pas, pour être honnête. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, de me libérer de cette prison dorée. D'autres fois, je repense à la douleur, à la solitude de ces années de planification, et je me demande si la vengeance valait le prix. J'ai repris mon entreprise, j'ai montré au monde qui j'étais vraiment. Mais est-ce que ça rend la vie plus simple? Pas vraiment. Chaque décision est lourde. Chaque nouvelle victoire une question de plus. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place, ma voie. Mais la certitude, le bonheur absolu, ça, je crois, n'existe que dans les histoires qu'on se raconte. La réalité est plus compliquée, plus nuancée. C'est ça, la vie, non? Rien n'est parfait. Mais c'est ma